Bonsoir, merci d'être au rendez-vous du club Le Figaro International comme tous les mardis soirs. Le président Emmanuel Macron se rend en Inde cette semaine où il sera l'invité d'honneur du Jour de la République. Il marquera le 75e anniversaire de la Constitution. Sa présence répond à celle du Premier ministre indien Narendra Modi lors du défilé du 14 juillet l'an dernier. Alors que se passe-t-il entre la France et l'Inde, devenue le pays le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard d'individus? Nous allons nous pencher ce soir sur cette démocratie de plus en plus sous l'emprise du nationalisme hindou, sur sa quête de puissance dans un monde en plein bouleversement, et enfin sur la nature et les ambitions de son partenariat avec la France. On en discute avec mes invités juste après le générique. Alors nous devions avoir parmi nous un éminent spécialiste de l'Inde, Christophe Jaffrelot, du CNRS, CERI, Sciences Po. Malheureusement, il s'est décommandé pour des raisons personnelles. Heureusement, nous avons d'éminents et de fins spécialistes de l'Inde sur ce plateau ce soir. Charlotte Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politiste, chercheuse, rattachée au centre de recherche indépendant Noria Research, et vous êtes l'auteur de Pogrom et Ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine, publié en 2018 aux éditions Cartala. C'est ça, merci. Mélissa Levaillant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse associée, on dit en bon français Associate Policy Fellow. C'est ça. Au European Council on Foreign Relations. Vous avez fait votre thèse sur la diplomatie indienne et ensuite travaillé au ministère des Armées. Vous étiez notamment chargée des relations de défense avec les pays du Sud. Vous avez également été directrice adjointe des études et de la recherche à l'IHEDN, qui est l'Institut des hautes études de la défense nationale. Et en 2023, vous avez cofondé un cabinet d'études et de conseil qui s'appelle Seldon Conseil. Merci. Fabrice Naudet-Langlois, bonsoir. Philippe. Vous êtes rédacteur en chef du Figaro Économie, ancien correspondant à Moscou. Et l'Inde fait partie des destinations où vous vous rendez régulièrement, la dernière fois, lors du G20 en septembre dernier. Alors commençons par nous intéresser à ce pays immense, divers, complexe, que les Français ne connaissent pas toujours très bien. Il s'est passé un événement lundi très important qui a été la consécration d'un nouveau temple assez grandiose dans la ville d'Ayodhya en Uttar Pradesh. J'avais personnellement couvert la marche d'Advani en 1990. C'était assez tendu et intéressant. En un mot, ce temple a été construit sur une mosquée qui datait du XVIe siècle, qui a été rasée par les fondamentalistes hindous en 1992 et qui est donc aujourd'hui une espèce de projet très important du Premier ministre qui veut en faire la Mecque ou la Jérusalem des hindous. Est-ce que la fierté hindoue, c'est vraiment un socle important aujourd'hui sur lequel repose le régime du Premier ministre, Charlotte? Mais déjà, pour un petit point sémantique, je pense pour distinguer tout de suite hindouisme religieux, donc la religion dont on parlera des hindous, et l'hindouisme politique, là, donc oui. Les hindouistes. Il faut vraiment distinguer les deux. Là, on est vraiment dans le registre de l'hindouisme politique, c'est-à-dire de l'utilisation et de la transformation aussi, de la désacralisation, quelque part d'ailleurs, d'un site religieux et d'un discours religieux au profit du politique. Donc en fait, Narendra Modi, effectivement, alors quand vous avez dit rasée, elle a été démolie à coups de briques, oui. Enfin, ça a été assez violent puisque ça a donné lieu à des émeutes en 92. Il y avait eu 2000 morts à l'époque quand même. Un petit peu moins à Bombay, mais ça a donné lieu aussi aux pogroms anti-musulmans auxquels vous avez mentionné mon ouvrage gentiment, sont liés aussi à la destruction de cette mosquée. Et là, il y a effectivement 2000 morts musulmans et 150 000 déplacés 10 ans plus tard. Mais l'inauguration de ce temple, effectivement, alors d'un point de vue très factuel et très concret aujourd'hui, lance la campagne de Narendra Modi parce qu'il y a des élections générales qui se tiendront au printemps prochain en Inde, dont a priori elles seront remportées par le BJP sans l'ombre d'un doute, et très probablement par Narendra Modi. Donc ça lance cette campagne qui va être placée sous le signe de l'identité religieuse, effectivement, pour, peut-être qu'on en parlera, mais pour aussi masquer des résultats économiques très peu satisfaisants. Je rappelle qu'il n'y a pas de progression depuis les années 2000, par exemple, en termes de personnes habitant dans les bidonvilles. On est sur les mêmes chiffres que dans les années 2000.
Donc quand même, il y a vraiment... pauvreté n'est pas résorbée. Non, pas du tout, c'est vraiment une question de discours. En revanche, ce qu'on peut dire aussi pour montrer aussi l'instrumentalisation de ce lieu, c'est que par exemple, l'inauguration de ce temple a été boycottée par l'opposition qui se dit séculariste certes, mais aussi par énormément de religieux, parce qu'ils considèrent que c'est désacraliser un lieu saint en fait au service d'une cause politique. Oui. Donc cette anecdote entre guillemets permet de montrer vraiment l'utilisation politique. Et quand vous me parlez de fierté hindoue, attention, dans un cadre politique à des visées électorales. Oui. Et si on parle aussi de pratiques religieuses, en Inde du Sud, on pratique un hindouisme qui est très différent, ce qui explique aussi les difficultés d'implantation durable du BJP, le parti au pouvoir, en Inde du Sud. Mais vous le présentez, à vous écouter, on a presque l'impression que c'est un sujet de division en Inde. Or, c'est quand même très porteur pour le parti au pouvoir. Ah oui, tout à fait. Non, c'est effectivement... C'est fédérateur. C'est fédérateur au sein d'une classe, des électeurs et des gens qui sont déjà conquis, en fait. Après, de fait, il demeure une opposition, il demeure une partie des Indiens et des Indiennes qui ne votent pas tous pour le BJP, notamment à l'échelle régionale. Peut-être qu'on aura le temps de venir un peu dans le feuilletage un peu plus qualitatif. Aux élections régionales, le BJP est plus en difficulté qu'il l'est au niveau national, par exemple. Il est plus obligé de s'allier dans des coalitions. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, c'est aussi projeté comme une cause. Il faut quand même avoir en tête que tous les médias ont consacré hier des journées non-stop en fait, pour diffuser cette inauguration, que dans les États dirigés par le BJP, les civil servants, les fonctionnaires ont eu des jours de congé pour se rendre à l'inauguration. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on met aussi en place ce méta-récit de tout le monde suit Narendra Modi dans cette perspective. Mais dans certains États, par exemple au Bengale, la chef politique du Bengale a organisé, elle, une marche interreligieuse pour faire opposition à ça. Donc, il faut se garder aussi de l'appréhension strictement médiatique. Voilà. Mélissa Levaillant, quand on a affaire aux dirigeants indiens, est-ce que la dimension, justement, le poids du parti du BJP, qui veut dire le parti du peuple indien, Bharata Janata Party, est-ce que c'est quelque chose de très qu'on sent, y compris dans les relations entre deux États, ou bien on a l'impression de traiter avec une démocratie pluraliste? Je dirais que c'est variable déjà sur la personnalité des ministres qui sont mis en place. De façon, si on dresse le portrait au sens large, il y a quand même une très forte continuité dans la politique étrangère indienne, que ce soit depuis la fin de la guerre froide. Et donc, il y a eu des partis majoritaires, qui a eu des Historiquement, gouvernements... c'était le parti du Congrès, de la famille Gandhi. Historiquement, c'était le parti du Congrès qui était en effet au pouvoir. Et dans les années 90, on a vu qu'ils ont quand même mis en place un certain nombre de politiques, comme la libéralisation de l'économie indienne, le rapprochement avec les États-Unis. Quand Narendra Modi est arrivé au pouvoir en 2014, on n'a pas eu de rupture radicale. Donc il y a une forte continuité de la politique étrangère indienne, que le chef de gouvernement soit du BJP ou qu'il soit du Congrès. Après, dans les faits, dans les interactions, en fonction des personnalités des ministres, par exemple, le ministre de la Défense actuel est un hindouiste convaincu qui ne maîtrise pas l'anglais, qui ne va parler qu'en hindi. Et par exemple, quand il est venu recevoir les rafales, quand l'Inde a reçu les premiers rafales, des 36 rafales qui avaient été livrées par la France à l'Inde, il a fait une cérémonie religieuse autour de ce rafale et il y a eu un gros coup de projecteur médiatique autour de ça. Et là, c'était important pour lui, dans la pratique, d'y adosser quelque chose de religieux pour bénir ce rafale. Et cette immixtion du politique et du religieux, c'est quelque chose qu'on... Mais ça reste anecdotique. Dans les grands dossiers, dans la conduite de la politique étrangère, dans la conduite des dialogues... C'est plus de l'emballage que du fond. Voilà, ça reste anecdotique. Il y a vraiment une continuité très forte dans les intérêts, mais comme on le retrouve dans beaucoup d'États. Il y a aussi du moins l'opposition indienne le reproche à Modi, il y a un culte de la personnalité du chef, Fabrice Haudet-Langlois, culte extrêmement visible. Oui, quand on couvre le G20 comme vous l'avez fait, on voit... J'étais donc sommet du G20, pays des 20 plus grands pays, à la fois développés, émergents, comme on dit, de la planète, qui était présidé en cette année 2023 par l'Inde. Donc c'était un moment très important sur le plan diplomatique pour Narendra Modi. Et donc le sommet des chefs d'État a eu lieu en septembre à Delhi. Les rues de Delhi étaient toutes pavoisées d'affiches de toutes les dimensions, du petit poster à l'affiche 4x4 de Narendra Modi lui-même, mais on le voyait absolument partout. Vous débarquiez de l'aéroport, il était omniprésent, et tout au long des parcours jusqu'au centre de congrès, le centre des expositions où se tenait le sommet proprement dit, on le voyait absolument
partout. C'est assez impressionnant. Alors, on parlait tout à l'heure du mélange politique-religion. On a tendance à oublier que, sur le papier, l'Inde est un État laïque. C'était ma prochaine question. Est-ce que ça reste un État laïque ? La Constitution édicte que l'Inde est un État laïque. Évidemment, Narendra Modi est en train de donner beaucoup de coups de canif à cette laïcité. La Cour suprême avait officiellement confirmé dans une décision en 1994 que l'Inde est un État laïque, mais dans les faits, on vient d'en parler avec l'inauguration de ce temple, de moins en moins, au détriment des 200 millions de musulmans qui habitent l'Inde. Un Indien sur 7 est musulman. Charles Thomas, c'est votre sujet d'étude. Le statut de la minorité musulmane, qui est quand même, certes une minorité, mais 200 millions deuxième d'individus. pays musulman du monde. C'est considérable. Est-ce que les droits des minorités sont bafoués selon votre analyse en Inde ? Alors tout à fait, si je fais juste une micro-insert sur le culte de la personnalité, vous allez voir, c'est pour donner aussi une autre appréhension de l'Inde, parce qu'on a toujours l'impression, l'encens, le yoga, etc. Il faut savoir que depuis 2007, Narendra Modi utilise ces techniques de personnalisation des campagnes, que Donald Trump a imité en 2016, et que donc ça vient de l'Inde, de tout ça. Enfin, juste parce qu'on a vraiment... Donald Trump s'est inspiré de Narendra Modi. Non, mais vraiment, il faut voir. Moi, je suivais déjà ce qui se passait là-bas à cette époque. Il faut voir, en 2007, on avait déjà tout ça. C'est juste pour remettre un peu une appréhension autre que celle du yoga et l'enfant. Alors, j'ai une question un peu plus précise là-dessus, on va poursuivre après, mais je vois qu'un leader religieux a qualifié Modi, à l'occasion de cette consécration du temple d'Ayodhya, de Rajarshi, c'est-à-dire sainteté royale. Oui. Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? C'est parce qu'en fait, alors il y a plusieurs turiféraires de Modi qui considèrent que Modi est investi par Dieu pour inaugurer ce temple. Et que donc, mais ça rejoint ce qu'on disait, la construction, déjà l'utilisation du registre religieux au service du politique, et ça rejoint la construction de que, en fait, du coup, si Modi est investi par Dieu, donc Modi défend la nation hindoue, donc ne pas voter pour lui, c'est donc ne pas défendre, être et anti-religieux et non patriote. On peut aborder effectivement le problème par le haut, c'est-à-dire par le Premier ministre, mais il y a quand même un vrai phénomène au niveau de la base. Et donc là, je vais rebondir sur votre question, du coup. Merci. Parce que moi, j'avais écrit un article là-dessus dans Études, mais je parle en termes d'hégémonie, au sens gramscien du terme, mais pour avoir une vision un peu macro-sociologique des choses. Et effectivement, je considère, pour avoir des points un peu faciles d'entrée, mais que depuis 2014, globalement, on a basculé d'une hégémonie séculariste, qui n'est pas exactement la même chose que la laïcité, mais on se rejoint. En gros, l'État a une égale bienveillance envers tous les groupes religieux. Ça, c'est mort depuis 2014 et l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi. On bascule dans une hégémonie hindouiste où, de facto, comme de juré, parce qu'il y a par exemple les nouvelles lois sur la citoyenneté qui ont été adoptées en 2019, qui transforment les conditions d'accès à la citoyenneté indienne pour les minorités non hindoues, et qui donc là, en fait, sont en contradiction avec la Constitution. C'est comme vous le disiez, la Constitution dispose de la neutralité religieuse de l'État. Et donc, en impliquant des biais comme ça, en fait, contre les minorités religieuses, alors musulmanes et chrétiennes, là, il y a eu Noël récemment, Noël comme Pâques sont à chaque fois l'occasion le mot est malheureux, mais d'attaques très fortes contre les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens en Inde ? 2,3% à peu près. D'accord. Oui. Mais sur les musulmans... Sur 1 milliard, millions d'individus, on va calculer. Alors je vous laisse faire, j'ai fait des sciences sociales. Mais en tout cas, sur la minorité musulmane, qui était l'exemple le plus visible, en plus, on parle, quand bien même, mais les deux groupes religieux, que ce soit des chrétiens et des musulmans, sont là depuis des siècles en Inde. On n'est pas du tout sur des migrations liées à des colonisations, etc. Pas du tout. Ce sont des gens qui sont arrivés depuis très, 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 très longtemps. Donc, effectivement, les minorités, notamment musulmanes, ça se voit de partout, là, parce que le précédent qu'il y a eu avec Ayodhya, il y a maintenant plusieurs groupes religieux qui demandent à ce que d'autres mosquées soient détruites parce que c'était les lieux de naissance de tel ou tel dieu. Il y a des leaders politiques qui prennent des décisions pour autoriser les hindous à aller prier dans les mosquées. Il y a 28 États, 10 États qui ont des législations anti-conversion extrêmement fortes. Donc, vous pouvez être passible de peine de prison, etc. Donc, effectivement, et il y a 1000 et un exemples, Mélissa pourra en parler aussi, même sur des thèmes plus aussi des défenses sûrement, mais on renomme les rues, on transforme les bouquins d'histoire pour effacer la présence musulmane et chrétienne. Enfin, c'est très très fort ce qui se passe en ce moment. C'est en train de renommer le pays. Complètement. Bharat, peut-être en parler. Pardon. Oui. Narendra Modi a quasiment renommé le pays. Oui. Avec le nom, alors Bharat, quand bien même c'est quand même dans la Constitution. Qui est dans la Constitution, absolument, qui commence, si je ne me trompe pas, sur l'Inde, qui est aussi Bharat.
Et au G20, Narendra Modi, pour la première fois dans une enceinte internationale, enfin devant des chefs d'État, avait mis sur son écriteau non pas Inde, non pas l'India en anglais, mais Bharat. Et officiellement, le mot signifie quoi exactement C'est un autre nom de l'Inde, en fait. Ouais. Le nom, voilà, un nom Oui, parce que Bharata, c'est indien. Donc, bon. Bharata, le ministre des Affaires étrangères indien vient de publier un livre qui s'appelle Why Bharat Matters. Oui. Donc il vient Pourquoi affirmer l'Inde aussi. compte. Mais c'est l'usage du mot. La laïcité menacée. Est-ce que le pluralisme démocratique est lui aussi mis en cause ou par la domination du BJP, ou bien est-ce que c'est simplement le résultat des urnes et que demain, peut-être, le parti du Congrès peut reprendre la main ou d'autres? Alors, en fait, là-dedans, évidemment, ça reste quand même un système démocratique. Enfin, Charlotte pourra compléter aussi, mais si vous voulez, il y a quand même. Enfin, Charlotte a évoqué la stratégie la communication stratégique de Narendra Modi depuis 2007, et c'est quand même un problème. Enfin, le parti du BJP, c'est le parti qui capte le plus de financement en Inde. Je crois qu'ils ont 75 ou 80% des financements par rapport aux autres partis politiques. Oui. Ils ont une stratégie de communication qui est extrêmement forte. Ils s'appuient sur tout un réseau ce qu'on appelle le Sangh Parivar. Donc c'est tout le réseau qui est religieux, des syndicats, des militants, les RSS, qui est plus les milices armées du BJP. Donc ils ont quand même une capacité de traction des voix qui est énorme, qu'elle soit financière, une emprise en termes sur de la communication et en termes de militants, Ouais. qui fait que quand même, pour les partis d'opposition, c'est quand même de plus en plus compliqué. À cela s'ajoute quand même une stratégie d'essayer de museler l'opposition en empêchant des députés d'exercer pour des accusations de corruption. C'est 95% des hommes politiques accusés de corruption font partie de l'opposition et pas du BJP. Donc ça montre quand même, sachant que les hommes politiques du BJP ne sont pas tous tout blancs non plus. Ouais. Donc quand même, il y a une stratégie politique et de communication qui est quand même très forte et qui est à la défaveur de l'opposition et qui pose quand même question sur le fonctionnement du régime démocratique. En décembre, quand il y a eu, au Parlement, il y avait 2 tiers de l'opposition qui n'étaient pas autorisés à aller voter sur des lois qui étaient extrêmement importantes, et notamment les lois électorales. Donc il y a quand même on est dans un moment où, en termes d'exercice de la pratique de la démocratie, c'est assez problématique. Et après, est-ce que c'est problématique au point de préoccuper les partenaires européens, occidentaux de l'Inde, selon vous? Le Parlement européen, suite à l'adoption, Mélissa fait référence à l'adoption en fait, en décembre, à la session d'hiver, donc l'opposition a été virée du Parlement, donc la Chambre haute et la Chambre basse. Virée, vous voulez dire? Pour un motif fallacieux. Oui, parce qu'en fait, il y a eu une intrusion dans le Parlement à la Chambre basse. Les députés d'opposition ont posé des questions au gouvernement sur les questions de sécurité et ils ont été virés du Parlement pour comportement non démocratique, littéralement. Et donc, dans cette fenêtre d'opportunité, des lois très très fortes sur la transformation totale du code pénal ont été adoptées, ce qui fait que le Parlement européen, il y a 3 jours, je crois, a adopté une résolution témoignant de son inquiétude sur la trajectoire prise par le pouvoir indien en ce moment. Donc il y a une vraie... on reviendra sur l'opposition, il y a aussi vraiment des travers du côté de l'opposition qui ne s'opposent pas complètement, mais... Oui. Bon, on a fixé le cadre un peu général, politico-religieux. Venons-en à l'aspect un pays en quête de puissance. Fabrice Naudet-Langlois, vous étiez à Davos, vous disiez que cette quête est très visible. Oui, parce qu'a priori, on peut, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Forum économique mondial de Davos, donc cette institution qui rassemble depuis 50 ans les grands de ce monde, les plus grands patrons de la planète, des dizaines de chefs d'État, on peut se dire quel est le rapport avec l'Inde. À l'origine, Davos, c'était une réunion plutôt d'Européens et d'Américains. Et au fil des ans, les pays émergents sont de plus en plus présents, et l'Inde en particulier est très présent. Quand je dis très présent, alors il y a des centaines de patrons, de ministres indiens qui étaient présents, et même physiquement. Alors on voyait même dans la rue principale de Davos, qui s'appelle la Promenade, des affiches de Narendra Modi, donc le culte de la personnalité. Enfin là, c'est de la publicité. Venez investir en Inde, mais on voit son visage dans plusieurs endroits de la promenade de Davos. C'est assez insolite quand on pense. Et alors cette promenade de Davos, traditionnellement lors du forum, elle est privatisée par les grandes entreprises américaines de la tech, par les grands du conseil, les PwC, Accenture et compagnie, qui transforment des boutiques, des restaurants en pavillon, si vous voulez, ou en lounge, comme on dit en mauvais français, pour recevoir leurs clients, le public, etc. Et au milieu de entre 2 grandes sociétés de la tech américaine, vous avez non pas un pavillon indien,
mais le pavillon indien, plus 4 pavillons représentant différents États de l'Inde, qui sont en concurrence. Donc il y avait le Karnataka, le Maharashtra, le mémoire, l'État fédéral. Absolument, mais ça veut dire que ces États investissent des centaines de milliers d'euros, voire un peu plus, pour avoir leur pavillon à Davos, pour accueillir les investisseurs internationaux du monde entier. À titre d'exemple, par exemple, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, chez nous, est venue à Davos pour rencontrer des patrons, mais la région Île-de-France n'a pas investi des centaines de milliers d'euros dans un pavillon. Elle est allée rencontrer des patrons comme ça dans la remorque d'Emmanuel Macron. Mais les Indiens, ils sont vraiment en force. Il y a aussi des très grandes entreprises indiennes que le public français ne connaît pas forcément, comme dans l'informatique Infosys ou Tata Consulting, qui n'est qu'une filiale du grand conglomérat Tata, qui fabrique un peu de tout, et Tata Consulting Services, TCS, c'est une petite entreprise modeste de 600 000 employés, présente dans le monde entier. Rien qu'en France, elle a plusieurs centres de recherche, elle emploie des Français. Et ça, on ne perçoit pas toujours quand on a effectivement l'image d'Épinal, du yoga, des vieux temples, qui a une partie de l'Inde, il ne faut pas dire que tout va bien en Inde, mais qui se modernise avec des entreprises extrêmement puissantes, qui sont globales, comme on dit aujourd'hui. Et donc, à Davos, effectivement, cette présence était impressionnante. Ça veut dire aussi qu'ils ont besoin des capitaux étrangers, du soutien étranger. Ils sont là en quête d'aide. Mélissa Levaillant, dans quel domaine cette quête de puissance se manifeste-t-elle le plus? Il y a certainement l'économie, peut-être la défense, le spatial. Bien sûr, dans le domaine de la défense, évidemment, puisque quand même, la politique étrangère et de défense de l'Inde, elle reste quand même guidée. Le facteur structurant, c'est protéger ses frontières au nord face au Pakistan et maintenant surtout face à la Chine. Oui. Donc la politique de défense est très présente. L'Inde réinvestit dans le multilatéralisme et notamment dans le multilatéralisme sur les sujets économiques. Leur présence aussi forte à Davos, c'est quand même quelque chose de nouveau. Ça, pour le coup, je parlais de continuité dans la politique étrangère indienne. Jusqu'à 2014, il y avait quand même eu un sous-investissement des instances multilatérales. Là, il y a un réinvestissement énorme fait par la diplomatie indienne pour attirer justement les capitaux, notamment dans le secteur de la tech, de l'IA, des biotechnologies. Ils essayent aussi avec eux-mêmes une industrie de pointe dans ces domaines-là, des chercheurs de haut niveau. Et notamment avec un très fort partenariat avec les États-Unis. Quand on regarde les investissements dans le domaine de la tech et de l'IA, en Inde, ils viennent principalement des gros acteurs américains. D'accord, on reviendra sur ce point parce que la France est présentée comme une alternative, souvent justement à cette dépendance envers les États-Unis. Mais... D'ailleurs, on évoquait Valérie Pécresse, elle s'est aussi rendue en Inde juste avant avec Business France pour justement notamment signer des accords pour investir dans une école d'ingénieurs, pour faire des partenariats avec des écoles d'ingénieurs dans l'IA. Ça, c'est nouveau, parce que la France se positionne sur ce secteur-là aussi. Que cherche l'Inde exactement? Est-ce qu'elle veut être un poids lourd des BRICS, dans lesquels on trouve la Chine aussi? Est-ce qu'elle veut être un des leaders du Sud global, à supposer qu'il existe? Comment vous définiriez l'objectif un peu global de l'Inde sur la scène internationale? Alors là, pour le coup, Charlotte Thomas. Ouais, je pense que Mélissa aura des choses beaucoup plus intéressantes à dire que moi. Mais non, c'est-à-dire que moi, tel que je vois les choses, c'est aussi à l'image de Narendra Modi. En fait, projeter l'Inde, c'est projeter lui-même quand même. Il y a quand même une très grande quête de lui-même. On rappelle qu'il a un costume brodé avec son propre nom dessus. Donc on est quand même sur une vraie projection de soi-même. Donc à cet égard, la stratégie de puissance est adossée à ça. Après, on parlera... il y a aussi beaucoup... Alors, la communication fait quelque chose. Moi, je dis, on reviendra sûrement sur l'opposition aussi, ce qu'il ne faut pas avoir... Je voulais juste quand même nuancer par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas avoir l'impression que l'hindouisme politique, ça tombe sur les gens comme ça. Et les gens sont socialisés à ça et votent pour ça dans des élections dont les résultats sont ouverts et admis par tous. Donc, il y a un vrai travail de socialisation sur le fond. Mais... il y a beaucoup, quand on parle de communication, etc., il y a du fond derrière, mais c'est vraiment aussi beaucoup de la mise en scène d'un pays, comme la journée du yoga. Donc il y a aussi une question d'image, parce qu'après, si on prend les chiffres un peu plus, là aussi, qualitatifs de l'économie, il y a quand même plein de choses qui ne vont pas du tout dans l'économie indienne, et je ne sais pas dans quelle mesure, et ce n'est pas mes domaines, donc ce n'est pas pour botter en touche, mais juste par humilité, je ne sais pas dans quelle mesure elle est complètement capable d'être à la hauteur de ce qu'elle prétend être, en fait, et aussi de défense, d'ailleurs. Sur la défense aussi, comme on est dans un milieu français, il ne faut pas croire que l'Inde va s'opposer à la Chine. La Chine, c'est le premier partenaire commercial de l'Inde en Asie du Sud. Donc en fait, ça ne peut pas advenir. Il y a aussi des rivalités. Bien sûr. Sur cette question un peu globale, où l'Inde se situe-t-elle sur la scène internationale, selon vous, Mélissa? Je pense que là, il faut le réintégrer aussi dans le contexte des stratégies émergentes en Indo-Pacifique, où on voit les États-Unis, la France, l'Union européenne,
l'Australie, le Japon et l'Inde, mais aussi les pays de l'ASEAN, qui se sont positionnés pour avoir des stratégies en Indo-Pacifique, où l'objectif, c'est de promouvoir une vision qui est alternative à celle de la Chine, pour dire les choses simplement, promouvoir un ordre international qui est fondé sur le droit, promouvoir des formes de coopération, promouvoir des nouvelles coopérations, typiquement dans la tech, dans la sécurité alimentaire, dans la transition énergétique. Et là-dedans, dans ce contexte-là, l'Inde veut être un partenaire majeur et un partenaire de poids, tout en gardant avec pour objectif principal, et ça c'est quand même la continuité depuis l'indépendance de l'Inde, le développement économique du pays, puisque comme Charlotte l'a mentionné, il y a quand même des énormes défis économiques. Oui. Et du coup, ce qu'elle cherche, c'est être le partenaire principal d'un certain nombre d'États, tout en préservant son autonomie stratégique et en restant dans une stratégie de multi-alignement, ce qui fait qu'elle va se rapprocher de façon extrêmement forte des États-Unis, notamment à travers des formats assez souples comme le Quad, où on voit des coopérations de sécurité de défense et puis plus larges économiques entre l'Inde, les États-Unis, le Japon et l'Australie. Qui est quand même destiné à faire pièce à la Chine essentiellement. Complètement, tout en maintenant des relations très fortes avec la Russie qui sont aujourd'hui plus subies que choisies. Parce qu'elles sont liées quand même à une très forte dépendance par rapport à l'armement russe. Mais juste pour terminer rapidement, par rapport au Sud global ou aux BRICS, je dirais que sur les BRICS, l'Inde avait quand même fortement désinvesti ce forum et elle a quand même été un peu prise en otage par un réinvestissement par la Chine des BRICS qui a poussé la Chine pendant 2 ans à élargir les BRICS à d'autres États, ce qui a été fait. Oui. Et du coup, le gouvernement indien a été obligé de se positionner comme favorable à cet élargissement des BRICS, parce que les autres pays, en gros, lui disaient qu'est-ce que vous faites ? La Chine nous encourage à participer. Donc les BRICS, je dirais que l'Inde, c'est plus un héritage de l'histoire, et elle est obligée de rester très présente. Est-ce qu'à terme, l'Inde se voit comme une grande puissance, égale à la Chine et aux États-Unis ? Oui. Elle se voit même comme la première puissance mondiale. Est-ce que c'est l'échéance 2047 pour le centenaire de l'indépendance, avec une rivalité évidemment avec la Chine qui a elle-même ses objectifs pour le centenaire de sa propre indépendance, enfin pas son indépendance, mais des 100 ans de régime communiste. Donc clairement, elle se voit en première puissance mondiale. Et pour compléter ce que disait Mélissa, l'Inde fait vraiment, sur le plan diplomatique, vraiment du en même temps. C'est-à-dire, comme disait Mélissa, elle a beaucoup investi sur les États-Unis, mais 2 tiers à peu près, près de 2 tiers de son armement vient encore de la Russie. Oui. C'est un héritage historique. Oui, elle a refusé de condamner explicitement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, elle a énormément importé de pétrole russe, parce que c'était un effet d'aubaine. Les pays occidentaux se sont jetés sur le pétrole du Golfe. Poutine cherchait à vendre son pétrole à qui pouvait l'acheter. Et donc l'Inde est devenue le premier importateur dans le monde de pétrole russe, avec en plus bénéficiant de prix au rabais. Et donc voilà, il y a une diplomatie multivectorielle, comme disent les diplomates, ou du en même temps, si on veut parler plus simplement, tout ça effectivement en se positionnant par rapport aux grands voisins de l'Inde, la Chine, où il faut rappeler quand même qu'en 2020, il y a eu des affrontements armés sur l'Himalaya. Sur l'Himalaya, où il y a encore des troupes qui se regardent en chien de faïence. Et de temps en temps se tire dessus. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose, Charlotte Thomas ? Oui, sur les affrontements en plus sino-indiens, c'est un peu structurel dans l'histoire indienne, comme avec le Pakistan. Enfin, il y a des choses qui sont structurantes. Je pense aussi qu'il y a tout à l'heure, tu mentionnais le droit et tout. Il faut pas penser que l'Inde est le gentil face à la méchante. Enfin, l'Inde aussi, par exemple, ne respecte pas tout un tas de... Mais comme tout un tas de pays, c'est juste pas dans le normatif quand je dis ça, mais en termes de relations internationales avec le Pakistan, les déclarations de l'ONU, etc. Enfin, l'Inde aussi est en dehors de tout un tas de textes, etc. Donc, je pense aussi que l'Inde joue sur, parfois, alors ce qu'on appelle l'Occident, mais la foi un peu du charbonnier de l'Occident qu'on va apporter une contrevoix à la Chine via l'Inde, alors qu'en fait, pour les Indiens, enfin, tu me corrigeras, mais c'est beaucoup plus nuancé, encore une fois, parce que déjà, l'Inde n'a pas de discours sur les droits humains, etc., etc. Enfin, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'elle parle avec tout le monde, par exemple. Elle va interdire les mots issus du farsi en hindi, comme ça a été récemment, et puis en revanche, elle va aller en Iran, comme ça a été le cas il y a 3 jours, en disant aux Iraniens qu'on allait reconnaître le farsi comme une des langues traditionnelles de l'Inde. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc elle joue sur tous les alors pas de façon duplice ou quoi, juste par pragmatisme en termes de relations internationales et en suivant ses intérêts. Et elle permet aussi parfois, c'est pour ça que je
trouve que aussi, d'un point de vue diplomatique, on a une appréhension, à mon sens, parfois un peu erronée de ce que peut ou pas nous apporter l'Inde, mais elle joue aussi sur les puissances occidentales qui considèrent que l'Inde va être un contrepoids à la Chine, alors qu'elle n'aspire pas à ça, elle aspire à être une puissance. Vous voyez, donc il faut, pour moi, nuancer un peu. Il y a une diplomatie qui se développe qu'on appelle du tigre combattant. C'est une expression qui est en train d'émerger à propos de l'Inde, particulièrement avec cette petite crise aux Maldives, où il y a 80 soldats indiens qui ont été priés de quitter les lieux d'ici à début mars. Alors ça fait un peu écho évidemment au loup combattant de la diplomatie chinoise, mais tout de même, est-ce que l'Inde ne commence pas à froisser un certain nombre de ses voisins, justement à mesure qu'elle monte en puissance ? Ça, je dirais que c'est tout le défi de l'Inde depuis 1947, c'est qu'elle a toujours été dans la péninsule sud-asiatique par rapport à ses voisins considérés comme l'hégémone. Et du coup, les voisins ont toujours essayé de rechercher une stratégie d'équilibre face à l'Inde. Aujourd'hui, cette stratégie d'équilibre, le partenaire de choix pour des États comme les Maldives ou le Sri Lanka, c'est la Chine. Ouais. Et en effet, l'Inde dans les années 80 Maldives, est intervenue militairement directement aux Maldives et au Sri Lanka. Dans les années 80, il y avait une stratégie même encore plus assumée qu'aujourd'hui c'est notre précaré et c'est quand même, il y a une stratégie d'influence de la politique intérieure de ces États pour avoir des hommes politiques qui sont pro-indiens, qui est extrêmement proactive. Mais ça, c'est vraiment pas nouveau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis la guerre froide. Est-ce que la diplomatie et la géopolitique indienne est plutôt régionale, se limite à l'Indo-Pacifique, ou est-ce que c'est vraiment global et mondial ? Alors déjà, l'Indo-Pacifique, c'est très large dans la vision indienne, parce que ça va des côtes est africaines à l'ouest, jusqu'à l'Australie, et au Pacifique, où l'Inde est en train d'accroître sa présence. Donc déjà, ça reste une stratégie quand même très élargie, avec notamment les pays du Golfe, l'Asie du Sud-Est. Mais on a vu qu'il y a quand même un réinvestissement dans une forme encore plus mondialisée de sa diplomatie, avec une présence diplomatique de plus en plus active en Afrique, le ministre des Affaires étrangères qui s'est rendu en Amérique latine. Donc il y a quand même une stratégie aujourd'hui de visibilisation mondiale. Et sur la question des droits, c'est totalement vrai, l'Inde n'utilise pas du tout dans sa diplomatie les questions de droits de l'homme. Il y a vraiment notamment à cause de l'histoire au Cachemire et de sa position particulière sur les questions du Cachemire et de sa relation au Pakistan, l'Inde a vraiment une diplomatie où on ne mentionne pas les questions de droits de l'homme et les questions de politique intérieure des autres États dans sa politique. Et quand je mentionnais, par exemple, cette idée de promouvoir un ordre multilatéral fondé sur le droit, là, je ne parlais pas forcément des droits de l'homme, mais plutôt d'une convergence d'intérêts entre les pays occidentaux, mais aussi le Japon et l'Australie, sur l'idée qu'il faut, face à des stratégies chinoises assez offensives, protéger la liberté de navigation, protéger un certain nombre d'organisations internationales et d'organisations régionales qui se développent pour promouvoir la coopération. La Chine va toujours, par exemple, investir dans des États et promouvoir des coopérations en bilatéral pour exercer un rapport de force. Donc ce qu'essayent de promouvoir les autres États dans l'Indo-Pacifique, c'est justement de renforcer les organisations multilatérales pour que les petits États aient aussi plus d'espace de choix, et aussi pour les États qui promeuvent des stratégies indo-pacifiques, bien sûr, renforcer leur influence aussi via ce biais. Mais voilà, c'était ça que je voulais dire par l'idée d'une convergence. C'est sur une certaine vision quand même de l'ordre international par rapport à une Chine beaucoup plus offensive. Alors venons-en au partenariat avec la France ou à l'Alliance, je ne sais pas, on discutera du bon qualificatif. Qu'est-ce que la France apporte à l'Inde, Fabrice Nodez-Langlois ? Je pourrais commencer par quelques avions militaires. Non, il y a quand même toute une technologie. Construit par le propriétaire du Figaro. Il faut le souligner. Oui, non, il y a eu effectivement ce contrat d'achat de Rafale par l'Inde il y a déjà quelques années. Il y a en cours de négociation, et ça dure maintenant depuis des années, la question que la France vende une centrale nucléaire EPR à l'Inde, dans le Maharashtra, à moins que ce soit l'État le plus au sud. Et il est question même de 6 EPR à Jaitapur. 6 réacteurs à Jaitapur. Alors la France est le partenaire exclusif, mais les discussions techniques et financières, bien sûr, qui sont fondamentales dans ce genre de contrat à plusieurs dizaines de milliards, continuent depuis plusieurs années. Qui va financer, comment, etc. Ce sont des questions compliquées. Il y a des questions de responsabilité juridique qui coince depuis des années, c'est-à-dire qu'en cas d'accident, est-ce que ce serait le fournisseur des centrales, c'est-à-dire les Français,
qui serait juridiquement responsable ou pas. Évidemment, les Français veulent partager la responsabilité, les Indiens disent non, c'est aux fournisseurs. Ça fait partie des négociations encore en cours autour de... Un responsable indien me parlait d'un petit volume de documentation technique de 5000 pages sur cette centrale. Mais donc, ça pourrait encore durer quelques mois, quelques années. Peut-être qu'Emmanuel Macron, à l'occasion de sa visite, pourra annoncer une étape supplémentaire. Enfin voilà, donc des contrats de défense, il y a des sous-marins aussi dans les fournitures de défense, le nucléaire. La France le nucléaire civil, il y a du solaire apparemment. Alors, alliance il y a solaire, une alliance solaire qui a été effectivement lancée par la France et l'Inde, élargie à des dizaines d'autres pays qui consistait à trouver des financements pour développer l'énergie photovoltaïque, évidemment dans les pays du Sud où il y a une ressource solaire quasi illimitée. C'est un partenariat qui marche plutôt bien. Les entreprises françaises, les Veolia, Suez et autres, comptent beaucoup sur l'investissement énorme dans les infrastructures urbaines. Donc dans un pays d'1,4 milliard d'habitants, je ne sais plus quelle est la part de population urbaine aujourd'hui, mais c'est évidemment considérable et en plein essor. Donc pour toutes les entreprises françaises qui sont bonnes dans les infrastructures, pour construire des métros, des trams, assainir l'eau, là il y a un marché absolument immense pour la France. Et les entreprises françaises sont et dans le spatial, on fait quoi Il y a des parts, pardon, je laisserai vos invités compléter, mais la première fois que je suis allé en Inde, il y a plus de 25 ans, c'était avec un ministre français de la Recherche. Nous avions visité toute une série de laboratoires, y compris dans le domaine spatial. Il y avait des partenariats entre chercheurs déjà très bien établis. Maintenant, l'Inde est devenue une puissance spatiale quand même assez autonome, puisqu'elle a réussi à poser seule, il y a quelques mois, une sonde sur la Lune, ce qui est quand même assez extraordinaire. Hein. Le club des puissances lunaires est très, très restreint. Donc, ils ont des chercheurs et des techniciens de très, très haut niveau. Mais il y a des partenariats qui existent. Alors, pourquoi la France, Mélissa Levaillant? Pourquoi la France? On est plus compétitif? Ou bien ça participe de la recherche d'autonomie, de défense de la souveraineté de l'Inde? Ou un mélange des deux? Je dirais que c'est un mélange des deux. Il y a quand même une relation de confiance qui s'est créée déjà pendant la guerre froide. Il faut quand même se rappeler que l'Inde était relativement isolée sur la scène internationale pendant la guerre froide, dans le rapport aux pays occidentaux et notamment aux États-Unis, qui avaient leur alliance avec le Pakistan. Et déjà à ce moment-là, il y avait des grands contrats qui avaient été passés entre la France et l'Inde, notamment pour la vente d'avions. Et puis à partir de 1998, donc du coup ça a été la signature du partenariat stratégique suite à la visite de Jacques Chirac en Inde en 1998. Ce partenariat dans le domaine du spatial, c'est quelque chose d'assez structurant aussi. Donc l'équivalent indien du CNES et le CNES ont une relation de très longue date. Il y a des projets de construction de microsatellites, de constellations de microsatellites. Du coup, c'est un partenariat qui s'est créé sur une forte confiance, je dirais au début à bas bruit, sur l'idée que l'Inde et la France allaient renforcer leur relation de défense. Enfin, c'est surtout dans le domaine de la défense et dans le domaine du spatial que ça s'est créé à l'origine. La France n'avait pas condamné les essais nucléaires indiens, en tout cas n'avait pas appliqué de sanctions contre l'Inde après les essais nucléaires indiens en 1998, malgré le fait que l'Inde ne soit pas signataire du traité de non-prolifération. Et du coup, voilà, il y a une relation de confiance qui s'est créée autour des questions, principalement sur les questions de défense, la vente d'armement, mais pas seulement. Aujourd'hui, c'est de la coopération aussi opérationnelle de plus en plus avancée avec des exercices terrestres, maritimes, mais alors, aériens. C'est un peu contre-intuitif parce que les industriels, les entrepreneurs français se plaignent souvent de la difficulté de travailler en Chine, par exemple. Ouais. Mais c'est facile de travailler en Inde? Non, et d'ailleurs, c'est un des défis, là, aujourd'hui, de la relation franco-indienne. C'est qu'aujourd'hui, on a les gros acteurs qui ont réussi, donc type EDF, Capgemini, Dassault... Capgemini, société de conseil, il y a encore quelques années, quand j'étais allé les voir là-bas, 100 000 salariés en Inde. C'est énorme. C'est une boîte française qui a 100 000 salariés rien qu'en Inde. Mais du coup, voilà, il y a quelques gros acteurs qui ont réussi à s'implanter en Inde, mais quand on regarde au niveau européen, la France n'est pas si bien placée en termes de relations commerciales. Et ce que cherchent les Indiens, c'est aussi beaucoup de transfert de technologie, n'est-ce pas, pour développer précisément leur autonomie? Oui. Et là, pour le coup, parce que si l'Inde et la Russie avaient une relation aussi forte, c'était aussi parce que la Russie était plus prompte que d'autres États à faire des transferts de technologie à l'Inde. Et du coup, il y a aussi une prise de conscience des pays occidentaux. Enfin, l'Inde a joué de cette carte-là pour demander, du coup, vous voulez nous aider à diversifier nos partenaires, donc faites aussi des transferts de technologie plus importants.
Donc on va voir a priori des transferts de technologie plus importants. On nous a... Oui, pardon. Oui. Non, Charlotte Thomas, allez-y. Je pouvais ajouter juste un mot. Enfin, je pense déjà historiquement, il y avait quand même des convergences entre le non-alignement de Nehru et la position du général de Gaulle à une époque. Enfin, ça se répondait en termes de registre des relations internationales. Et au-delà des trucs, des éléments très sonnants et trébuchants et très concrets, je pense aussi qu'il y a deux personnalités qui se rencontrent avec Modi et Macron. Il y a une alchimie entre eux. Alors ça, je ne suis pas dans leur relation intime, mais je parle juste en termes politiques, au sens où tous les deux, ce sont deux chefs d'État qui mettent très en avant leur personnalité et leur personnification du pouvoir. Or, d'un côté comme de l'autre, ce que fait... Le culte de la personnalité en France, disons un peu moins... la personne par exemple, on est quand même censément dans un régime parlementaire. Or, on voit bien que, encore ça s'est passé il y a quelques temps, c'est le président qui annonce tout un tas de décisions, alors que normalement, ça devrait être un régime parlementaire. Donc, c'est d'un point de vue strictement institutionnel que je dis ça. Et donc, dans les deux cas, les registres se nourrissent. Parce que, par exemple, ce que va faire Modi en France va être utilisé, du coup, en Inde pour valoriser la posture internationale de Narendra Modi et à l'inverse, ce que va faire le président Macron en Inde va être valorisé ici comme une voie alternative diplomatique. On va parler maintenant de ce que la France ce que l'Inde apporte à la France. Juste un mot sur le partenariat universitaire qui semble être un des domaines que Emmanuel Macron veut développer. Il est question de faire venir 30 000, je crois, étudiants indiens d'ici 2030 pour qu'ils étudient en France. Il y a un problème d'enseignement supérieur en Inde. En fait, il y a quelques instituts de très haut niveau, les instituts technologiques indiens, les Indian, IIT, je crois, mais qui ne sont pas assez nombreux. Et du coup, l'Inde a 770 000 étudiants qui étudient à l'étranger et la France va essayer de contribuer à ça. Mais la France est très en retard sur ce plan, puisque on avait 6 000 étudiants indiens en 2019, et l'objectif est de les porter à 30 000. Forme beaucoup aux États-Unis, au point qu'elle a investi les postes de dirigeants dans la Silicon Valley. Dans la Silicon Valley, le patron de Microsoft s'appelle Satya Nadella, et d'origine indienne. Le patron de Google, Sundar Pichai, est d'origine indienne. Ils sont très très présents dans la Silicon Valley, ils se forment par centaines de milliers en Inde, certains rentrent au pays, mais la France a beaucoup de retard. Alors, il nous reste 10 minutes à peu près, venons-en au dernier point, qu'est-ce que l'Inde apporte à la France? Qui veut se lancer? J'ai déjà apporté des petits éléments de construction par la bande. Mélissa. Qu'est-ce que l'Inde apporte à la France? D'une part, c'est ce qu'on évoquait en termes économiques, un marché. Un marché très important. D'exportation pour ces entreprises, un partenaire aussi pour explorer des nouvelles innovations dans le domaine de la sécurité énergétique, dans le domaine de la transition énergétique, dans le domaine des hautes technologies, dans le domaine de l'IA. Le troisième émetteur de CO2 au monde, l'Inde. Donc ils ont un gros chantier pour décarboner. Ouais. Et après, sur les enjeux de sécurité et de défense, et plus spécifiquement sur la question de l'Indo-Pacifique, la France attend vraiment de l'Inde un partenariat renforcé dans l'océan Indien, avec cette idée que la France ayant une présence à Djibouti et aussi à La Réunion et aussi à Dubaï, l'idée que les deux pays peuvent coopérer pour sécuriser l'espace de l'océan Indien et notamment les voies maritimes de communication. Et ça, c'est quand même un des moteurs clés de la coopération franco-indienne. L'Inde, c'est vraiment une espèce d'antidote à l'AUKUS, là. C'est un moyen de reprendre pied dans l'Indo-Pacifique. Je pense pas, mais... non, parce que la relation existait avant l'annonce d'AUKUS. Rappelez pour nos auditeurs ce qu'est l'AUKUS. Ah oui, l'AUKUS, c'était l'alliance. Oui, pardon. Australie, États-Unis, Royaume-Uni, dont la France, à l'occasion de laquelle la France avait perdu son contrat avec les Australiens, les fameux sous-marins. Ouais. Donc c'était quand même une alliance Indo-Pacifique qui s'est faite dans le dos des Français. Et depuis, on voit qu'il y a beaucoup plus d'activisme de la France dans la région Indo-Pacifique pour essayer d'y revenir, d'y reprendre pied. Oui, c'est vrai que une des conséquences que la France misait beaucoup sur l'Inde et l'Australie. Dans la stratégie Indo-Pacifique de la France de 2019, les deux partenaires majeurs, c'est l'Inde et l'Australie, et puis le Japon. Donc il y a eu la perte de ce partenaire australien qui a fait que la France a d'autant plus renforcé sa présence avec l'Inde et son partenariat avec l'Inde. Et ça montre aussi ce qu'évoquait Charlotte sur l'autonomie stratégique et cette notion et qui est héritée en France comme en Inde déjà, de la guerre froide. Il y a aussi une approche quand même. Alors, les deux pays ont des approches assez différentes vis-à-vis des États-Unis dans le détail,
Mais il y a quand même un objectif commun qui est de ne pas devenir le vassal des États-Unis dans le monde et en particulier. Alors c'est ce que dit le ministre indien des Affaires étrangères. Il dit qu'en fait, l'Inde, comme la France, cherche une troisième voie et que ça les met un peu sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors la notion de troisième voie est assez floue parce que finalement, quand on parle de troisième voie, c'est qu'est-ce qu'on propose comme voie. Oui. Justement, qu'est-ce qu'ils veulent les Indiens ? Un nouvel ordre mondial ou... Non. Ils sont plutôt dans une stratégie d'être considérés dans l'ordre mondial existant comme faisant partie des grandes puissances. Ils ne sont pas dans une stratégie de renversement de l'ordre mondial. Permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis pour reprendre le groupe des BRICS, on n'a peut-être pas explicité les BRICS, à l'origine c'était le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui vient de s'élargir à 6 autres pays. Et récemment, clairement, la Chine et la Russie ont vanté les BRICS comme un clan anti-occidental, très clairement. Les diplomates indiens disent attention, nous, les BRICS, pour nous, c'est pas un groupe anti-occidental. Il faut continuer à se mélanger dans le G20. Ils font très attention à ne pas se positionner comme anti-occidentaux et ils veulent plutôt être un peu, idéalement, au centre de tout, puisqu'ils sont amenés à être, à en croire les objectifs de Narendra Modi, la première puissance économique mondiale d'ici quelques décennies. Et quand on voit l'ampleur des enjeux stratégiques, est-ce qu'on peut parler d'alliance ou est-ce que c'est juste un partenariat, une coopération ? Moi, je pense, parce que justement, pour rebondir aussi sur la question de troisième voie, c'est pour ça qu'on n'est pas sur du non-alignement tel que les non-alignés historiques, Bandung, etc., qui proposaient un nouvel ordre mondial, entre guillemets. Là, comme le multi-alignement, c'est-à-dire on parle avec tout le monde et on n'est pas campiste, il n'y a pas, justement, ils sont très réfractaires de ça. Après, c'est pour ça que moi je parle plus de partenariat et d'une appréhension très réaliste et pragmatique des relations internationales. En fait, beaucoup plus que parfois l'Occident avec un fourrier idéologique, etc. Là, c'est vraiment, on parle avec tout le monde, modulo, comme on le disait dans la région sud-asiatique, où là, quand même, il ne faut pas vraiment, on insiste là-dessus, il y a une vraie volonté hégémonique en Asie du Sud. Le Népal en fait les frais à peu près tous les 6 mois. Enfin, je caricature, mais vraiment, quand on parle aussi, on parlait tout à l'heure du Sri Lanka, le Sri Lanka s'est allié à la Chine pour faire contrepoids à l'Inde. Donc, il faut avoir vraiment cette appréhension de séparer la région du reste du monde. Mais effectivement, l'Inde, selon moi, noue des partenariats et pas des collaborations. Et quand même, les diplomates indiens parlent de la Chine comme du grand adversaire géopolitique. À qui il s'adresse quand il s'adresse. Parce que vous dites qu'ils parlent à tout le monde, mais est-ce qu'ils parlent vraiment à la Chine ou est-ce que c'est un peu un dialogue de sourds ? Commercial, encore une fois, d'un point de vue économique, c'est le premier partenaire commercial dans la zone. Enfin, ça ne veut pas rien dire. Mais c'était pas un hasard. Qui est favorable à la Chine. Si au sommet du G20, dont l'hôte était Narendra Modi à Delhi, le grand absent, c'était Xi Jinping. Alors, Vladimir Poutine n'y était pas non plus, mais Xi Jinping était le grand absent. D'accord. Non, en fait, il y a eu énormément de pourparlers à la frontière, sur la question de la frontière depuis 2020 et les affrontements de Galwan que vous avez évoqués. Mais ils ont quand même, les deux pays, les relations sont quand même extrêmement tendues. Ils ont de plus en plus de mal à dialoguer. Et surtout, il y a quand même depuis quelques années une prise de conscience par l'Inde que finalement la Chine lui met des bâtons dans les roues partout, sur ses demandes d'adhérer au Conseil de sécurité, sur des exemptions pour être membre du groupe des fournisseurs nucléaires. En fait, pendant longtemps, il y avait une vision de on a ce conflit frontalier, mais on peut avoir des relations commerciales bilatérales et on peut se soutenir sur un certain nombre d'enjeux au niveau multilatéral. Et finalement, aujourd'hui, il y a quand même une asymétrie commerciale, une asymétrie dans les relations économiques qui fait que l'Inde a quand même intérêt à essayer de diminuer sa dépendance économique par rapport à la Chine. Et dans le domaine multilatéral, elle a vu aussi que la Chine n'était pas forcément le partenaire de choix. Donc il y a quand même un changement dans la vision indienne par rapport à la Chine, et il y a quand même aujourd'hui une obsession chinoise de plus en plus forte. Et sur cette question d'alliance, en fait, l'Inde a toujours été opposée à la notion d'alliance militaire telle qu'on le voit, telle qu'on l'a en Occident avec notamment l'OTAN. En revanche, il y a quand même un changement. L'engagement de l'Inde dans des partenariats minilatéraux comme le Quad, donc avec les États-Unis, l'Australie et le Japon, des dialogues comme ça, sous des formats sur les questions de sécurité et de défense assez poussés, avec des échanges assez poussés sur les questions de renseignement, de lutte anti-sous-marine, ça c'est quand même quelque chose qui est très nouveau. Après, dans quelle mesure est-ce que ça va se transformer en cas d'un conflit mondial ? Dans quelle mesure est-ce que ça va se transformer dans un partenariat encore plus poussé et un soutien indien aux pays occidentaux ? Ça reste encore une question importante, mais on voit quand même des évolutions. Oui. Et alors, pour revenir à la France, est-ce qu'il y a vraiment un alignement des intérêts ? Est-ce qu'il est conjoncturel ? Est-ce qu'il est plus profond que ça ?
Fabrice Naudet-Langlois, vous... Alors, il y a certaines divergences importantes, notamment par exemple sur la Russie, mais alignement sur... On aimerait que les Indiens soient un peu plus sévères avec Poutine, mais en même temps, on ne compte pas vraiment sur eux pour régler le conflit en Ukraine. Non, de toute façon, on sait que c'est pas d'eux que viendra un mouvement ou une solution. Après, Emmanuel Macron a développé sa propre stratégie indo-pacifique, il aime bien en parler, il a été dans dans un grand nombre de pays de la région. Juste après le G20, il a fait un saut au Bangladesh, où je l'ai accompagné. Alors, Bangladesh, petit pays à l'échelle de la région, mais c'était symbolique. Il voulait montrer que il soutenait tous les pays de cette région, toujours dans la perspective de l'hégémonie chinoise qui monte, les tensions en mer de Chine qui ne font que croître. Et donc là, il y a un alignement stratégique, effectivement, sur cet Indo-Pacifique, une expression qu'on entendait quasiment pas avant la présidence Macron. Là, il revendique avoir vraiment une stratégie Indo-Pacifique. Alors, je reviens à mon binôme. On est partenaire de l'Inde, on est des alliés, l'Inde est notre allié. En fait, quand vous avez posé la question des intérêts, déjà, il faudrait qu'on définisse quels sont nos intérêts. Enfin, c'est pas une question rhétorique, mais c'est et sur alignement des intérêts. On en a balayé quelques-uns quand même. Oui, non, mais sur parce qu'il y a les intérêts nationaux. Enfin, je veux dire, tout ça est très complexe. C'est important. Mais moi, je nuancerais ce alignement des intérêts, en tout cas partage d'intérêts communs, plus que alignement d'intérêts. Alignement, c'est très fort, quoi. Et je pense que justement, selon moi, l'Inde se prémunit de s'aligner justement. Et du coup, j'ai oublié votre question. Partenariat ou alliance de long terme, selon vous? Partenariat de circonstances ou alliance de long terme? C'est ce qu'on dit un peu. Après, moi, encore une fois, mais je pense que l'Inde apprend les choses de façon réaliste et pragmatique. Donc, tant qu'il y a des choses en commun, effectivement. En revanche, de là à se lier, si vous voulez, dans des alliances, comme le disait Mélissa, dans des alliances militaires, dans des carcans très corsetants, ça, je ne pense pas. La France fait le poids face à l'Inde comme partenaire. Je veux dire, c'est un partenaire de poids, justement pas trop lourd. Je pense qu'il y a même, il y a parfois même des frustrations du côté de l'administration française, dans le sens de on donne beaucoup à l'Inde, mais qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Donc oui, dans ce sens-là, la France fait le poids. Et je pense qu'on est dans un partenariat stratégique. Ce qu'on reçoit en retour, c'est quoi? C'est un marché, on l'a dit tout à l'heure, un point d'appui géopolitique. Alors, point d'appui, le terme est assez fort, je ne sais pas si... Mais oui, en tout cas, un partenaire stratégique majeur et un relais géopolitique, ça c'est sûr, ouais. Y compris via les diasporas dans les territoires ultramarins. On n'a pas le temps d'en parler, mais... C'est vrai. Vous voyez cette relation comme une relation stable, fiable sur le long terme? En tout cas, si on regarde le passé, on voit que cette année, les deux pays ont fêté les 25 ans de leur partenariat stratégique et on voit une très forte continuité qui va vers une dynamique de plus en plus forte. Fabrice Naudet-Langlois, le mot de la fin. Partenariat de long terme, alliance... On peut parler d'alliance entre la France et l'Inde? Je ne sais pas même très bien distinguer les deux termes, mais pour moi, je vois une relation stratégique de long terme. Et si jamais on arrive à vendre nos centrales nucléaires, c'est des contrats qui engagent sur des décennies et des décennies, qui sont assez lourds, et ça peut être un symbole d'une relation durable. Eh bien, merci à tous les trois. J'espère qu'on a un peu éclairé pour nos spectateurs le sens de cette visite d'Emmanuel Macron en Inde cette semaine. Merci encore. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.